Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Le mouvement de protestation des étudiants pro-palestiniens, parti des États-Unis, s'est étendu à l'Europe, mais aussi au Mexique, au Canada, il est même arrivé en Australie. Ils ne sont parfois que quelques dizaines, mais leurs revendications s'invitent dans les débats politiques, notamment en France et aux États-Unis, à quelques semaines ou mois d'élections cruciales en Europe et outre-Atlantique. Alors dans l'équipe de Sur le fil, on a voulu explorer les ressorts de ce mouvement. Pourquoi des milliers d'étudiants ont pris le risque de sanctions ou d'arrestations ? Y a-t-il eu des dérapages antisémites et une instrumentalisation politique ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons écouté les témoignages d'étudiants et interrogé deux de nos correspondants aux États-Unis, Romain Fonsgrive et Anna Fernandez, ainsi que deux professeurs à Sciences Po, la sociologue Anne Muxel et le spécialiste des relations internationales Bertrand Badi. Sur le fil. Les manifestations d'étudiants étaient sporadiques depuis l'attaque menée le 7 octobre par des commandos du Hamas dans le sud d'Israël, qui a fait plus de 1170 morts selon un bilan de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes, et depuis l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, qui a fait plus de 35 000 morts selon un bilan du ministère de la Santé du Hamas. Mais à partir de la mi-avril, elles se sont étendues à des dizaines d'universités aux États-Unis et au-delà. À Paris. Du fait qu'aujourd'hui, il y a plus de 30 000 morts à Gaza, qu'il y a un nombre inconsidérable d'enfants qui risquent de mourir. Et du coup, nous, en fait, on continue de se mobiliser pour ces enjeux-là et pour défendre des idées de liberté et de justice qui aujourd'hui sont niées par le gouvernement. À Beyrouth. We acknowledge and praise the global student uprising and we join them in calling for Palestinian Ou liberation. encore à Mexico. La mondialisation est en train de forger un nouveau comportement social dans la jeunesse, qui est cette responsabilisation globale, je dirais. Les jeunes se considèrent comme non pas seulement citoyens de leur pays, mais ils sont de plus en plus dans le monde, parce que ce monde, ils le voient, ils communiquent, ils échangent. Bertrand Badi est spécialiste de la sociologie des relations internationales. Il est aussi professeur à Sciences Po, l'un des épicentres de la mobilisation en France. Un jeune, il s'émeut, il découvre les souffrances du monde et est de plus en plus réactif à ces souffrances du monde. Et pour avoir parlé à plusieurs d'entre eux, je me suis aperçu que ce qui les choque le plus, c'est aussi l'indifférence. Et ce n'est pas Ismaïl El Gata, élève italo-marocain de 24 ans en master d'affaires européennes à Sciences Po et par ailleurs membre de l'association Étudiants pour la justice en Palestine, qui le démentira. Et on a réussi à dépasser les frontières pour savoir que même les autres de l'autre côté de la frontière, ils sont des êtres humains. Et ils sont comme nous, ils ont des émotions. Et tout le monde, on est tous sur une planète qui tourne. Et c'est pas possible de continuer comme ça. Et c'est un danger pour nos valeurs européennes. Parce qu'on a vraiment aidé l'Ukraine. En même temps, après, on voit des doubles standards. Après, la Palestine, non, ça compte pas parce que je sais pas pourquoi. À mon avis, parce qu'ils sont pas blancs. Cette lecture du monde, Romain Fonsgrive, basé à Los Angeles, l'a aussi perçue dans ses interviews de manifestants sur le campus de l'université UCLA. J'ai rencontré plein d'étudiants qui m'ont dit mais la lutte qu'on mène ici, c'est, je résume évidemment, mais c'est la lutte que mènent les Palestiniens là-bas. C'est une lutte qui est similaire à celle du mouvement Black Lives Matter. Le mouvement, en tout cas, est très diversifié. Il y avait toutes les couleurs de peau. Il y avait des Afro-Américains, il y avait des gens qui étaient d'origine d'Amérique latine, des Blancs, des gens qui étaient d'origine juive et qui étaient très critiques vis-à-vis de l'État d'Israël. Ensuite, les premiers démantèlements de campements, l'intervention de la police et les menaces de sanctions pour certains étudiants semblent avoir encouragé d'autres occupations ailleurs.
et s'est doublé d'un combat pour la liberté d'expression, notamment à Columbia University, selon notre collègue Anna Fernandez à New York. Ils ont installé des tentes dans le jardin de l'université. Le lendemain, la présidente de l'université a convoqué la police. Et ils ont essayé de démanteler les campements. Ils étaient beaucoup plus nombreux, en réalité, le lendemain. Et c'est ça qui a beaucoup fâché les étudiants. Et c'est le débat, finalement, de fond. Est-ce qu'on a le droit à protester ou pas? Les mêmes revendications sont reprises d'un pays à l'autre, à commencer par la remise en question des éventuels liens financiers de ces universités avec Israël, qui a démarré aux États-Unis. Ils savent qu'ils sont minoritaires, je pense, dans la société américaine, et ils savent qu'ils n'ont pas de levier. Là où ils ont du levier, c'est sur la politique de leurs universités, puisque c'est des étudiants qui payent des dizaines de milliers de dollars chaque année pour pouvoir faire leurs études, même dans les universités publiques. Autre volet, la remise en question des liens avec certaines universités israéliennes. À Sciences Po, des étudiants ont réclamé une enquête sur les partenariats avec ces universités. Une revendication que l'Institut a refusé de satisfaire. Et puis sur le fond, il y a partout les mêmes accusations de génocide qui font l'objet de débats. Lundi encore, le conseiller du président américain Jake Sullivan a estimé qu'Israël ne se livrait pas à un génocide. Pour Anne Muxel, sociologue et spécialiste de la jeunesse, également professeure à Sciences Po, les étudiants devraient faire preuve de davantage de prudence. Je pense que si l'on utilise le mot de génocide, alors quel mot utilisera-t-on quand il s'agira de véritable génocide, c'est-à-dire quand on tuera des gens volontairement en raison de leur identité, de religion, de culture ou d'ethnie, par exemple. Donc justement, un étudiant de Sciences Po se doit, lui, de savoir quel mot est juste et doit être utilisé. Ça ne veut pas dire pour autant que si l'on n'utilise pas le mot génocide, on est plus complaisant avec les crimes de guerre qui peuvent être commis. Restent les accusations de dérapage antisémite. Elles ont été proférées au plus haut niveau de l'État, aux États-Unis et en France. Aux États-Unis, elles ont entraîné la démission de 2 présidentes d'université, à Harvard et à l'Université de Pennsylvanie. Certaines accusations sont liées à l'emploi de symboles et de mots qui peuvent être perçus comme favorables à une agression d'Israël, comme l'expression « Intifada Révolution ». Le mot intifada, qui veut dire soulèvement en arabe, a été utilisé pour définir la révolte des Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, déclenchée en 1987 puis en 2000. Spontanée au départ, cette révolte a ensuite été encadrée par l'Organisation de libération de la Palestine, puis le Hamas. Une enquête est en cours à Sciences Po sur d'éventuels dérapages. Je ne pense pas qu'il y ait un antisémitisme affirmé à Sciences Po, en tout cas même parmi ces étudiants les plus mobilisés, ces étudiants qui, je le rappelle, représentent quand même une minorité à Sciences Po. 15 000 étudiants, 100 étudiants qui bloquent, mais il y a pu y avoir des dérapages. Encore une fois, c'est à l'enquête de l'affirmer. De manière générale, les actes antisémites sont en forte augmentation. En France, 366 actes ont été recensés entre janvier et mars. Aux États-Unis, un sondage récent indique que 46% des Juifs ont changé certains de leurs comportements par peur d'être pris à partie. Nous avons rencontré à Paris Elia Chiche, 19 ans, membre de l'Union des étudiants juifs de France. Elle a été menacée sur un groupe WhatsApp de l'université Sorbonne Nouvelle. Nous avons pu lire effectivement les messages sur le chat. Il y a des choses terribles, oui, qui se passent à Gaza, mais sur les femmes, sur sur les otages aujourd'hui qui sont à Gaza, c'est important que nous en parlions parce que si on n'en parle pas, qui le fera réellement ? Plus de 250 personnes ont été enlevées durant l'attaque du 7 octobre et 128 restent captives à Gaza, dont 36 seraient mortes selon l'armée israélienne. Moi, j'ai envoyé un message que je peux lire ici. Donc, j'ai envoyé à un groupe de promo où il y a 421
membres. Donc c'est Sorbonne Nouvelle L1, donc qui regroupe tous les étudiants en première année. Et le message, c'est « Laissez-nous parler, conférence sur les droits des femmes dans le monde, jeudi 4 avril, 19h, 20h30 ». Les droits des femmes sont toujours menacés dans de nombreux pays, victimes d'un régime islamiste, autoritaire ou encore des viols utilisés comme armes de guerre. Leurs souffrances ne peuvent être ignorées. Nous explorerons les défis auxquels font face les femmes israéliennes et iraniennes. Ensemble, œuvrons pour un monde où la dignité et les droits des femmes sont respectés. Rejoignez-nous pour cette importante cause. Donc par la suite, j'ai reçu des menaces par rapport, vis-à-vis de moi, des insultes, par exemple, sale grosse pute, sale sioniste. Et donc il y a une fille qui dit « Les femmes palestiniennes, vous en parlez pas ». MDR, allez, ça va 2 minutes, l'hypocrisie. Et puis, sinon, après, on a dit qu'ils avaient retrouvé mon compte Instagram, qu'ils allaient envoyer mon compte Instagram, enfin mon identité à des groupes sur Telegram. Reste l'instrumentalisation du mouvement par certains partis politiques, dénoncée par tous nos interlocuteurs. En France, la France insoumise est très proche des étudiants. Du côté de la droite, des accusations de collusion entre une partie de la gauche et l'islamisme sont proférées. Aux États-Unis, les républicains sont également très critiques du mouvement. À chaque fois qu'il y a des mobilisations, à chaque fois qu'il y a des luttes qui sont menées, à chaque fois qu'il y a des revendications qui sont portées, il y a toujours ce rappel de risques d'instrumentalisation et qui sont réels. En ce moment, on peut penser que la présence de certains députés de la France insoumise sur les lieux même des blocages menés par les étudiants, on voit bien comment tout cela peut être instrumentalisé politiquement dans un contexte électoral que sont les élections européennes contre le gouvernement, puisque le Premier ministre a aussi pris des positions assez fermes. Quand on dit que Sciences Po est un bunker islamo-gauchiste, mais de quel droit? C'est pas comme pourraient le dire ou seraient tentés de le dire certains, les juifs contre les musulmans. D'abord les Palestiniens qui sont des chrétiens, ni les juifs contre les arabes. C'est la politique de l'État d'Israël face aux Palestiniens. Et donc, ce n'est pas la communauté, si communauté il y a juive qui est en question, c'est un État, ce sont des acteurs politiques, ce sont des politiques. Et justement, il est extrêmement dangereux de faire jouer la fibre communautaire là où on est confronté à un problème politique. Sur le fil revient demain. Je suis Emmanuel Bayon. Merci beaucoup à Anna Fernandez et Romain Fonsgrive pour leur lumière et à Étienne Quesnel pour ses prises de son sur le terrain. Et à vous de nous avoir écoutés.